Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, avant de continuer mon propos, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue en ces lieux qui vous sont déjà familiers. Je vous ai convié à une conférence de presse sur le thème et autour du thème tentative de diversion visant à amnésier les crimes consécutifs au coup de force, au coup d'État de confiscation du pouvoir législatif. Nous allons examiner ce qui se passe actuellement et essayer de voir comment y faire face. Ceci étant, je voudrais vous dire que dès que l'entêtement flagrant du pouvoir s'est révélé, dès que le pouvoir en place s'est entêté à s'attaquer à la liberté, à la démocratie, à l'état de droit, au pluralisme politique et aux acquis de la conférence nationale, nous avons décidé de nous servir d'abord de ce qu'on appelle la logothérapie. Qu'est-ce que la logothérapie? C'est une stratégie qui consiste à guérir un mal ou à essayer de faire comprendre à quelque chose une situation par la parole. La parole comme médication, nous avons décidé d'utiliser la logothérapie. Mais nous avons aussi dit que la population béninoise politique n'est pas que seulement faite de jeunes, de vieux, ou d'adultes intermédiaires ou de jeunes intermédiaires. C'est une population composite, composée de toutes sortes d'individus et de toutes sortes d'âges. Donc nous avons aussi dit qu'il faut procéder par andragogie, c'est-à-dire des approches pour expliquer aux plus âgés ce qui se passe, ce qui se fait. Parce qu'il y a des faits qui se déroulent aujourd'hui et que nous, ou certains anciens, certains de notre âge qui sont plus âgés que moi, n'ont jamais vu. Donc, c'est ça que nous avons essayé de faire. Et nous avons décidé de construire nos discours essentiellement sur les valeurs et les principes. Si vous m'avez suivi, c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le discours politique doit être fondé sur les valeurs et les principes de la République. Je sais que lorsque je faisais ça, beaucoup de nos concitoyens, à tort ou à raison, conjecturaient sur l'appel à l'action sans la faire précéder d'une mise à niveau politique des populations et des groupes sociaux qui structurent le peuple, oubliant ou ignorant de ce fait et malheureusement les exigences de résistance d'une résistance contre les régimes totalitaires et les pouvoirs politiques déviants et pervertis par l'hubris. Je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps ce qu'on appelle l'hubris. C'est une maladie du pouvoir qui amène les gens dans la démesure à ne plus avoir de limites, comme le cas avec le président Patrice Talon. Je voudrais vous dire que le mobile d'une lutte populaire, ce qu'on appelle la cause, et il faut l'entendre et répéter à ceux qui disent « oui, il y a assez de discours, il y a assez de conférences », il faut leur expliquer que le mobile d'une lutte populaire, ce qu'on appelle la cause, devra toujours être clairement identifié, distinctement expliqué et sincèrement accepté d'abord au niveau de l'élite qui a la vocation de diriger la lutte populaire, qui a la vocation de piloter la lutte populaire, de piloter la stratégie et encadrer, s'occuper de l'encadrement organisationnel de la résistance nationale. Ensuite, une fois que le mobile est perçu par les dirigeants, ceux qui veulent conduire la résistance, ceux qui veulent conduire l'action populaire contre le despote, il faut maintenant que ce mobile, on lui donne un nom et un visage. C'est le rôle des dirigeants de le faire. Il faut que le peuple comprenne pourquoi on veut lutter. Et une fois que le peuple a compris, il faut que les dirigeants d'abord arrivent à comprendre et à l'expliquer au peuple. Mais il faut que les dirigeants eux-mêmes comprennent d'abord avant de l'expliquer. Donc c'est la cause. Je vais vous réexpliquer la cause de la résistance pour éviter tout équivoque. Donc, on donne un nom dès qu'on comprend la cause, on essaye de donner un nom aux fauteurs de paix, aux fauteurs de troubles, à ceux qui troublent l'ordre constitutionnel, à ceux qui amènent dans la cité la perversion et les troubles,
On leur donne un nom, on leur donne un visage. Ici, le nom, c'est le despotisme. C'est le despotisme. Et le visage qu'il incarne aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui incarne ce despotisme de type messianique. Il faut le dire haut et fort pour que vous compreniez pourquoi. L'objet de la rencontre de ce soir, c'est en partie cela. Donc, ceux qui disent que assez de discours, assez de conférences, non. La politique est discours. Parce que c'est un discours porteur de sens, qui véhicule un message, qui identifie un mal, une cause, qui donne un visage à un nom au porteur de cette cause, et un visage au fauteur de paix. Il faut le faire. Et puis il faut aussi dire, une fois que le dirigeant a fait ça, les dirigeants doivent s'arrêter, définir une stratégie conséquente et déterminer des actions puissantes, courageuses et disciplinées dans le plus format des préconisations d'un certain Sénéchal qu'on appelle le pape de la non-violence. Et enfin, je dois aussi vous expliquer quelque chose que chacun d'entre vous, vous devez savoir et garder. Pour que, désormais, on ne nous dise plus discours. Le discours est important. Je vais vous dire le rôle du discours. Une fois que le dirigeant comprend le discours, une fois que le dirigeant a donné un nom au discours, au fauteur de troubles, un visage, une fois que le dirigeant a élaboré une stratégie intelligente, une fois qu'il a conçu et déterminé des actions courageuses, disciplinées, à partir de cet instant, le dirigeant est à même de faire l'étape qui vient, aller vers le peuple et parler au peuple. Parce que le peuple, c'est le seul interlocuteur, c'est le seul arbitre, c'est le peuple qui décide. Il faut faire confiance au peuple et aller parler au peuple. Et si vous parlez au peuple et que le peuple comprend, il n'y a plus de problème. C'est pourquoi je vous dis, le passage obligé de la conduite de toute résistance non violente contre toute dictature est la recherche de l'adhésion et de l'implication totale des larges masses populaires à la cause de la résistance. Il s'agit du chantier le plus difficile, mais du chantier prioritaire et primordial. Sans ce chantier, vous ne pouvez gagner rien. Parce qu'il faut dévoiler le fautif. Il faut l'isoler dans l'opinion, à la fois interne et internationale. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Parce que si vous ne le faites pas, les dictateurs sont des menteurs, des affabulateurs, des falsificateurs. Voilà un peu ce que je dois vous expliquer. Maintenant, que s'est-il passé dans le cas de ce que nous sommes en train de dire? Pendant longtemps, personne ne savait ce que Patrice Talon faisait. Tout le monde croyait en lui. Tout le monde croyait en lui. Regardez, voilà un monsieur, et nous avons découvert son jeu, et nous l'appelons pour dire, écoutez, monsieur le président, là où vous allez, il y a l'impasse. Mais il nous dit non. Nous étions le 25 février, on devait faire la clôture des dossiers de candidature le 26. Voilà un monsieur qui nous dit le 25 février vers 19h, 20h dans son bureau, écoutez, si moi j'étais à votre place, et si je veux aller aux élections, je le ferai avant demain. Je vous conseille de convoquer un congrès de votre parti. Nous étions dans son bureau à 20h. Nous allons convoquer un congrès de notre parti en quittant son bureau à 20h. Le congrès va se tenir la nuit et nous allons lui apporter les résultats le lendemain. C'est du bluff. C'est comme ça que vous allez comprendre si on ne vous expliquait pas ce qui se passe. Le cas du Bénin, que s'est-il passé? Tout le monde dormait dans le pays. Tout le monde dormait. Il a fallu 2 événements. Le premier événement, c'est le 1er février avec Tchogbenou qui a inventé le certificat de conformité. C'est le premier événement. Et puis le 14 février, où le professeur Joël Aïva a organisé ce qu'il appelle une clinique électorale. Au cours de cette clinique, il a mis à nu complètement le jeu flou du pouvoir. Donc, 2 événements importants.
le 1er février. Mais le 1er février, qu'est-ce que Diogbenou et la Cour constitutionnelle ont fabriqué? Ils ont fabriqué une décision en 4 points. Il y a 3 points farfelus, mais un seul point porteur de danger pour la République. La première décision de la Cour constitutionnelle du 1er février était quoi? 1. Le décret convoquant le corps électoral est conforme à la Constitution. 2. La date du scrutin est maintenue au 28 février. 3. Les partis politiques qui existaient avant la promulgation, dont bénéficiaient de l'article 56 de la loi, portant qu'au chat des partis politiques, sont tenus de se conformer avant le 17 mars au plus tard. Tout ça là, c'est des coquilles vides. Mais le danger, c'est le 4e point. Tout parti politique qui désire déposer des candidatures aux élections législatives doit produire un certificat de conformité délivré par le ministre de l'Intérieur. C'est là le coup de force, le coup d'État, l'origine du coup d'État. Nous étions le 1er février. Le 14 février, la clinique électorale du professeur Joël Aïvo a conclu à quoi? Que les lois sont des lois inopérationnelles, incongrues, qui ne répondent à aucune norme de loi, qui sont des lois bâtardes, des lois conflictogènes. C'est chez eux que j'ai appris l'expression conflictogène. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai compris ce que c'est. Alors, le 14, à l'Infosec, j'ai pris la parole. Et j'ai dit, me fondant sur mes expériences de lutte antifraude, j'ai déclaré que le certificat de conformité était le plus puissant moyen de fraude jamais utilisé au Bénin depuis les indépendances. Cette citation existe parce que c'est une fraude extraordinaire. Ça exclut le concurrent. C'est-à-dire, on sort un document pour dire que votre concurrent, lui, ne va pas venir. C'est-à-dire, vous allez jouer la finale d'un match, on dit l'équipe adverse ne vient pas, et vous venez, vous centrez la balle et puis vous prenez la coupe. C'est exactement ça le certificat de conformité. Alors, c'est ce certificat de conformité qui a sorti les gens de leur sommeil. Et puis, nous avons aussi averti au sein du parti Restaurer l'espoir. Nous avons averti parce qu'il y a des indices. La brutalité du pouvoir dit de la rupture contre les acquis sociaux sur fond d'un double monopole. Celui patronal de l'accaparement des secteurs vitaux économiques, financiers et de la production nationale, celui politique d'une vassalisation de toutes les entités politiques, physiques et morales, y compris la désactivation de la vocation fonctionnelle de toutes les institutions de la République. Patrice Talon et son équipe, surtout lui-même, ils ont réussi à prendre d'abord le monopole des ressources de l'État, mais secondo, ils sont arrivés à prendre le monopole politique en désactivant toutes les entités politiques. Surtout les institutions ont été désactivées de leur vocation fonctionnelle. Et comble, il veut, sous le couvert de ce qu'il appelle réforme du système partisan, réforme du système électoral, il veut cadenasser le monopole politique par la confiscation du pouvoir législatif. C'est ça ce qui a amené le problème. Donc, vous devez savoir ce qui a amené le problème, chère population. Ce qui a amené le problème, c'est un homme qui a fait campagne, je le dis haut et fort. Patrice Talon a fait campagne dans ce pays pour dire qu'il veut promouvoir la démocratie, qu'il s'engage pour l'état de droit, qu'il prend même l'engagement pour rendre le pouvoir exécutif moins puissant parce qu'à ses yeux, ce pouvoir exécutif était surpuissant. Il a pris l'engagement de tourner dos aux affaires, de ne pas s'immiscer dans les affaires. Et c'est sur cette base que nous l'avons porté au pouvoir. Si maintenant il vient au pouvoir et il fait exactement le contraire, il se met dans une position d'imposture. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Dès que nous avons dit ce que vous faites n'est pas bien, monsieur le président, il dit ok, ce que je fais n'est pas bien, non. Vous n'irez plus aux élections. Vous êtes sorti de tout. C'est fini. Sortez de tout. Est-ce que c'est normal? C'est ça le problème.
Tu as dit que tu feras autre chose. Nous t'avons élu. Tu commences par faire des conneries. Et des conneries pures. Je pèse mes mots. Nous disons, en tant qu'opposants, parce que c'est notre rôle de dire non. Et parce que nous avons dit non, tu nous terrorises, tu nous exclus et tu nous bannis du droit électoral. La communauté internationale désapprouve. Tu méprises la communauté internationale et tu tournes dos vers les pays de dictature. Et quelqu'un me dit que l'ambassadeur de Russie lui a envoyé une salutation. Et il dit qu'il a la légitimité, il s'appelle Vravonik. Quelqu'un dit que Poutine l'a invité. C'est les références, ça. C'est les références. Mais ce qui est grave, le peuple dit non. Tu commences par faire des arrestations un peu partout. Tu t'entêtes. Tu vas jusqu'à programmer une parodie électorale. Le peuple rejette. Le peuple rejette. Tu prends les armes, tu commences par tuer les populations. Mais c'est quoi ça? Le peuple dit nous ne voulons pas. Tu imposes une élection. Tout le monde refuse. Dès qu'on a refusé, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes les armes contre le peuple et tu abats le peuple. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Le système Patrice Talon n'offre qu'une issue. Une seule issue. Soit vous allez vous soumettre à son projet de despotisme illusionniste, affablé de messianique, en vous résignant, soit choisir le chemin de la prison ou le chemin de l'exil. C'est-à-dire, ce que lui il veut, soit vous vous taisez, vous rasez les murs, vous êtes cap, vous bouclez, et si vous ne bouclez pas, vous vous préparez pour aller en prison, ou si la prison vous fait peur, vous prenez le chemin de l'exil. Mais pourquoi ça va se passer comme ça? Au nom de quoi on va le laisser faire comme ça? Au nom de quoi? Il est important que chacun comprenne ce que nous sommes en train de dire. Lorsqu'on en arrive là, lorsque les faits sont comme ça, nous disons que les faits concluent à l'imposture du pouvoir dit de la rupture, qui a été pourtant élu pour promouvoir la démocratie, renforcer l'état de droit, consolider les acquis de la conférence nationale, avec la promesse de la non-immixtion dans les affaires, mais qui a la surprise générale de tout, s'ingénue à saper les bas de l'état de droit et à déstabiliser la démocratie, à s'asseoir sur les sources de la richesse nationale. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'ils ont fini de prendre tout ce qui est en haut, et c'est ce qui explique beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui arrivent maintenant. Toutes les sources de la richesse nationale sont contrôlées. Maintenant, ils vont dans le sous-sol. Ils vont dans le sous-sol et cette fois-ci, ils vont vers le pétrole. C'est pourquoi il y a la révision du code minier, du code pétrolier. Il y a la révision du code minier en décembre. Ce qui se joue est grave. Ma prochaine conférence, je vais vous dire ce qui se joue. Il y a 3 choses qui se jouent. Le coton, le porc et le pétrole. Je vais vous dire qu'il y a une folie de la gloutonnerie qui est sans limite, sans scrupule et qui est une honte. Ce rappel expose très très bien que le pouvoir de la rupture est non seulement de l'imposture, mais donc illégal. Le certificat de conformité, source d'exclusion électorale ayant conduit au coup d'état de confiscation du pouvoir législatif par M. Patrice Talon, illustre l'illégitimité flagrante de l'ensemble de ces 83 partisans, tous rejetés à plus de 96% par les Béninois à l'issue de la parodie électorale des législatives d'exclusion du 28 avril 2019. Les tueries sauvages qui s'abattent comme mode de gouvernance du président Patrice Talon depuis lors doivent interpeller sur le recours criminel à la force et à l'utilisation excessive des armes létales. À l'origine, voilà ce qui était là. Vous êtes là lorsque le discours officiel du gouvernement est
à travers les propos du ministre de l'Intérieur, oui, nous sommes obligés d'utiliser les armes létales. On vous a élu pour protéger le peuple et vous dites que vous utilisez des armes létales contre le peuple parce que simplement vous voulez quelque chose, le peuple s'est opposé. Quelle légitimité, quelle crédibilité vous avez? Il n'y a personne dans ce gouvernement qui a honte. Personne n'a honte. Mesdames et messieurs, à l'origine de la résistance nationale était la restitution du pouvoir législatif confisqué et le rétablissement de la démocratie déstabilisée. Nous devons vous expliquer ce qui était à l'origine de la résistance nationale. Parce qu'il y a un phénomène, c'est l'opposition politique qui s'est transformée en résistance nationale. L'opposition politique avait une lecture un peu approximative du caractère de la psychologie despotique dictatoriale du système dit de la rupture. L'opposition, dans sa majorité, pensait que ce système était un système qui acceptait la concurrence. L'opposition a oublié la doctrine de Patrice Talon, qui est la compétition sans compétiteur, sans concurrence. Vous avez beau être mauvais, nul, si vous n'avez pas de compétiteur, si vous n'avez pas de concurrent, vous êtes élu. L'opposition a oublié cette doctrine. Au lieu de s'organiser pour empêcher que Patrice Talon aille loin, non, l'opposition a cru que cet homme voulait les élections. Alors qu'il y a longtemps, cet homme est devenu un dictateur. Alors, j'insiste sur un fait et je vous demande de bien ouvrir les oreilles et de capter, d'activer vos neurones et de capter ce que je vais vous dire. À l'origine, la raison de la résistance était la restitution du pouvoir législatif confisqué et le rétablissement de la démocratie déstabilisée. Il s'agit, comme nous devons tous le convenir, d'exigences recommandées par les dispositions de l'article 66 de la Constitution, qui préconisent la désobéissance, l'organisation des citoyens en vue de faire échec à l'ordre illégitime. Ce Parlement est illégitime. Le pouvoir qui accepte ce Parlement est illégitime et illégal. Et il est de notre devoir de nous organiser, désobéir à l'article 66, nous organiser à l'article 66, faire échec à l'article 66. C'est normal. Donc, la résistance nationale a pour objet le rétablissement de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit, du pluralisme politique. À cela s'ajoute comme corollaire la préservation des acquis de la conférence nationale. Depuis les tueries des 1er et 2 mai 2019, la réhabilitation des mémoires des victimes innocentes, l'élucidation de tous les événements meurtriers occasionnés par l'implication des forces militaires et la traduction devant la justice des auteurs et commanditaires des tirs meurtriers deviennent en sus des préoccupations primordiales de la résistance nationale. Donc, il faut suivre ce que veut la résistance. Pourquoi la résistance existe? Premièrement, la résistance existe parce que nous voulons rétablir la liberté. Deuxièmement, nous voulons rétablir la démocratie, rétablir l'état de droit. Nous voulons rétablir le pluralisme politique. Nous voulons sauvegarder les acquis de la conférence nationale. C'est l'objet principal de base à l'origine. Mais lorsque nous avons déclenché la lutte, le peuple qui a réagi magnifiquement le 28 avril, en faisant échec, en faisant honte à la bande à Moussou Bruno et à Patrice Talon, en les repoussant, en leur donnant la portion congrue, en les limitant, en les confinant dans les plus petits espaces, qui leur convient d'ailleurs, à 4%, lorsque le peuple a fait ça, il y a eu la colère. C'est les raisons de la colère. La colère du despote. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce sont les opposants ou les résistants qui ont inventé la fête du 1er mai? C'est nous qui avons inventé la fête du 1er mai, la fête du travail. La fête du travail existait. Est-ce que le 1er mai n'était pas une fête internationale qui existait avant même l'idée même de la résistance? Oui. Est-ce que c'est les résistants qui ont envoyé l'armée
aller mater les centrales syndicales à la bourse du travail le 1er mai. Est-ce que c'est nous? Alors, où est notre faute? Le même 1er mai, qu'est-ce qui a poussé Patrice Talon et les gens du pouvoir à aller faire le siège du domicile du président Yahya Boni? Qui les a envoyés là? Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Mais ce n'est pas possible. C'est des fauteurs de troubles. C'est déjà dangereux. Je me souviens quand j'étais à la présidence le 25 février et que le président Talon jouait au professeur devant nous et que je le regardais, je disais, mais comment? Mais depuis quand il devient professeur de politique? Il est spécialiste des affaires, il n'est pas spécialiste de la politique. Si vous prenez les vidéos, je lui ai dit le jour-là, Monsieur le Président, celui qui dit ce que vous êtes en train de dire est un fauteur de troubles, un sophiste, un fauteur de troubles. Oui, et c'est ça que vous avez vu le 1er mai. Qui a envoyé les soldats aller mater la fête des travailleurs au siège de leur syndicat? Qui a envoyé les soldats aller faire le siège de la résidence de Yahya Boni? C'est ça. C'est ça qui a fait l'escalade de trop. Et à partir de là, vous avez compris ce qui s'est passé. Dès que ça s'est passé comme ça, la résistance invite doit prendre en compte les dégâts produits par le pouvoir les 1er et 2 mai. Parce que ce sont des gens qui sont tombés. C'est pour ça que tous les cas de violation des droits de l'homme consécutifs aux protestations contre la confiscation du pouvoir législatif s'ajoutent d'office aux préoccupations politiques de la résistance. Nous devons agir pour que plus jamais le recours aux armes ne soit plus la seule issue du pouvoir pour s'opposer à la volonté générale. Nous devons interdire ça au Bénin. Il n'y a personne dans la rupture pour se couvrir de honte lorsque le gouvernement affirme que son discours officiel est recours aux armes létales contre les populations civiles. Il n'y a personne. Il n'y aura aucun troc, et je le dis bien, il n'y aura aucun troc politique. Je dis bien, et nous disons très bien, il n'y aura aucun troc politique du conflit entre Patrice Talon et Yahya Boni contre la cause de la résistance. Autrement dit, la résistance nationale, et personne ne troquera la cause de la résistance par le règlement du conflit entre Patrice Talon et Yahya Boni. Un conflit ténébreux, et l'histoire révélera un jour ce qui oppose si violemment ces deux hommes.